Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20 sur Radio Classique. Bonjour Denis Kessler. Bonjour. PDG de SCOR, l'un des leaders mondiaux de la réassurance, observateur averti des soubresauts de l'économie mondiale. Et ils sont nombreux, les soubresauts, en ce début d'année. Tokyo a encore perdu plus de 2% ce matin après le mini-crack d'hier, crack mondial. Crack lent, titre ce matin Les Échos. Quelle est votre analyse de ce phénomène ? Donc c'est vraiment très simple. Le monde est entré dans une ère que j'appelle d'entropie. Et l'entropie, elle est généralisée. C'est la divergence entre les États-Unis et l'Europe. C'est l'entropie interne aux États, le menace d'une sortie du Royaume-Uni de l'Europe, les tensions internes à l'Espagne. C'est évidemment les troubles géopolitiques, c'est de l'entropie. On voit entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. En Asie, la montée des tensions entre la Chine, le Japon, la Corée du Nord, la Corée du Sud. On a une situation dans laquelle à peu près toutes les variables que l'on observe se traduisent par des divergences. Ça se traduit sur le marché par deux phénomènes, la volatilité et l'instabilité. Comment voulez-vous que les investisseurs, dans un monde qui semble véritablement diverger dans tous les domaines, prennent des décisions long terme, des décisions d'investissement, des décisions de placement. Et donc, le problème est le suivant, c'est que quand l'entropie se déchaîne, ça s'auto-entretient, ça se propage dans tout le système. Et donc, tout le monde est rentré dans une espèce de situation, j'allais dire, d'incroyable volatilité, et je fais référence évidemment, par exemple, à la crise brésilienne, maintenant vénézuélienne, dans le même temps au ralentissement chinois, en passant par ce qui se passe et ce qui est terrible en Russie. Donc cette situation, il faut des forces incroyables pour la faire reconverger, ce qu'on appelle les forces négantropiques. Généralement, ça passe par le politique. Et au moment où tout ceci se déclenche, on s'aperçoit que le politique est extrêmement impotent et impuissant. Élections aux États-Unis, là aussi on voit les divergences. Les divergences sont partout, au sens où quand on voit qu'à l'heure actuelle Trump est en tête des sondages, pour moi c'est une des manifestations de l'entropie, parce qu'évidemment son projet il est loin du centre ou du barycentre politique américain traditionnel. Donc je peux multiplier les exemples. Il faudrait des forces politiques considérables en Europe, au niveau mondial, au niveau asiatique, pour pouvoir refaire converger tout ceci. Et on ne les voit pas à l'heure actuelle à l'œuvre, au contraire. Qui pourrait justement inverser cette tendance, mettre fin à cette spirale de panique ? Est-ce que ce sont les banques centrales qui ont déjà sauvé la planète financière en 2008 ? Alors les banques centrales ont utilisé tellement de munitions, il faut s'en souvenir, que leurs réservoirs sont vides. Et elles ont éclaté leur bilan, elles ont pris beaucoup des risques qui étaient dans le système économique et dans le système bancaire, dans leur propre bilan, mais il y a un moment où on peut plus absorber des risques nouveaux, et je suis relativement inquiet de voir que les banques centrales, au moment où il faudrait éventuellement qu'elles interviennent, en fait, très honnêtement, c'est comme les pompiers, leur réserve d'eau est largement à sec. Que voulez-vous faire ? Les taux d'intérêt sont quasiment à zéro. Elles sont intervenues quantitativement et arrosent les liquidités tout le système. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus ? Donc on a une situation dans laquelle même les pompiers semblent relativement désarmés, en tout cas sur la partie financière. Ça ne résoudra pas les problèmes économiques, l'intervention des banques centrales, mais même sur la partie financière ou monétaire, je suis inquiet de voir, très honnêtement, qu'ils sont un peu perdus à l'heure actuelle. Mais donc, sans vouloir faire peur aux auditeurs ce matin, un scénario noir n'est pas exclu d'emballement d'une crise pour l'instant boursière qui pourrait devenir financière puis économique ? Bien entendu. Mais on n'est pas là pour faire peur. On est là pour faire du réalisme, je veux dire, dans des situations données. Il faut faire un bon diagnostic pour trouver les bonnes thérapeutiques. Si on fait un diagnostic rose, il y a de fortes chances qu'on passe pas par la chirurgie et qu'on se contente de mesures homéopathiques comme celles qui ont été annoncées récemment. Donc, on a une situation qui... Le problème, c'est que toute cette situation peut dégénérer. Parce que quand ça se déclenche, on le voit bien, les crises... par exemple, financières, peuvent dégénérer en crise économique, qui dégénèrent en crise politique. Moi, je suis par exemple très inquiet de la situation politique des pays dont tout le modèle de développement reposait sur le pétrole. On peut prévoir aujourd'hui, c'est pas la peine d'attendre que ça se produise, que par exemple les forces politiques vont être soumises à très rude épreuve en Algérie. L'Algérie, tout le budget repose sur le pétrole. Bon, j'ai cité le Venezuela, mais on le voit dans d'autres pays, quand on voit qu'un pays comme l'Arabie Saoudite a un déficit de 90 milliards de dollars. Donc, à l'heure actuelle, si vous voulez, on a une situation dans laquelle les tensions sont telles, se multiplient, qu'effectivement ça peut diverger. C'est une des raisons pour lesquelles les tensions géopolitiques sont aussi fortes à l'heure actuelle. L'une des clés, c'est, vous l'avez cité, l'Arabie Saoudite qui refuse pour l'instant d'abaisser sa production et qui entretient finalement en grande partie cette baisse continue du prix du pétrole. Est-ce que c'est une forme de suicide pour elle ?
À la fois économique et politique. Non, c'est d'ailleurs très très souvent dans ce genre de situation, les pays qui voient chuter leurs recettes parce que le prix des matières premières, là on parle du prix du pétrole, mais c'est vrai aussi pour les prix des matières premières, que les prix ont baissé à peu près de 50% en un an, et ils ont besoin de cash flow. Parce que comme les budgets de ces États reposent sur les recettes tirées des exportations, soit d'énergie, soit de matières premières, ils ont un problème de cash flow comme l'aurait une entreprise. Et donc dans ce cas-là, on essaie de tout faire pour maintenir le cash flow. Quand les prix baissent, on augmente les productions. Plus on augmente la production, plus les prix baissent. On se dit tiens c'est bizarre. Alors c'est pas du suicide, elles ont besoin de cash flow. Je dis bien, l'Arabie Saoudite a un déficit budgétaire considérable, comme d'ailleurs tous les pays exportateurs de pétrole ou comme les pays exportateurs de matières premières à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça que la situation s'emballe. Parce que je ne vois pas les ressorts qui permettront de stabiliser une situation pareille. Et regardez, jour après jour après jour, l'évolution du prix du pétrole interroge tout le monde quand ça va s'arrêter. Et donc les mécanismes traditionnels d'offre et de demande, de stabilisation ne jouent pas à l'heure actuelle. Et comme on est en concurrence, vous voyez bien pourquoi l'Arabie Saoudite va réduire sa production alors même que l'Iran est en train de l'augmenter. Comme ils sont tous les deux en conflit, je ne vois pas pourquoi l'Arabie Saoudite, tout d'un coup, va aider l'Iran, puisqu'ils sont à l'heure actuelle en train de rompre leurs relations diplomatiques. C'est ce que j'appelle l'entropie. Et on le voit sous nos yeux. C'est la raison pour laquelle les forces qui permettraient d'enrayer cette espèce d'emballement, eh bien, je ne les vois pas à l'œuvre. C'est un sujet que le PDG du numéro 5 mondial de la réassurance, SCOR, vous, Denis Kessler, c'est un sujet sur lequel vous n'avez aujourd'hui pas de certitude finalement. Et je pense que le montée des risques... On vous sent presque désemparé face à ce phénomène. Pas ma société. Non, non, pas ma société, parce que moi, en matière première, c'est le risque, vous comprenez. Donc, j'allais dire, je suis jamais inquiet du risque, puisque toute la journée, je suis obligé de faire face à cela dans tous les domaines, que ce soit un risque de pandémie, que ce soit un risque technologique, un risque de catastrophe naturelle. Donc, je veux dire, vis-à-vis du risque, je n'ai pas de... Comment dire, c'est votre business. C'est mon business et je suis obligé de travailler, comme je l'ai dit, comme Yves Montand qui transporte la TNT toute la journée. Donc c'est dans le salaire de la paire, c'est bon. Donc c'est pas mon business c'est pas concerné. Mais comme je suis impliqué dans 140 pays au monde, je veux dire, je peux vous avouer que je regarde ça tous les jours de manière extrêmement attentive et je ne vois pas à l'heure actuelle de pôle de stabilité. Et je prends un seul exemple. D'un mot, oui. L'immigration de masse. Et c'était anticipé, puisqu'il y a 10 ans, on a fait un rapport pour dire le 21e siècle sera sans doute le siècle où il y aura des migrations de masse. Est-ce que ça a été préparé? Non. Ces migrations de masse déstabilisent toute l'Europe, y compris Madame Merkel, et l'Allemagne est un des pôles de stabilité. Et vous voyez un des pôles de stabilité en Europe en train, à l'heure actuelle, de commencer à flotter. Mais quand vous avez, regardez la situation de chacun des pays vis-à-vis des migrations en Europe, l'Europe est en train d'exploser sur un phénomène qui était anticipable, mais rien n'a été mis en œuvre pour pouvoir gérer. Et auquel vient s'ajouter donc cette crise financière et pour l'instant pas encore économique, mais qui pourrait le devenir. Merci Denis Kessler pour votre éclairage. Je précise que vous allez bientôt faire votre entrée sous la coupole, puisque vous avez été élu à l'Académie des sciences morales et politiques. Une nouvelle casquette donc pour le PDG de SCOR, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Merci et bonne journée.